Bonjour les terriens, l'actualité spatiale de la semaine, c'est tout de suite dans ce 8e journal de l'espace. Au programme aujourd'hui, les 42 000 satellites annoncés par SpaceX, le robot Viper qui ira sur la Lune, et l'alliance entre les 4 mastodontes industriels américains qui vont permettre à l'homme de reposer le pied sur la Lune. Et on terminera comme la semaine dernière avec un peu de culture générale spatiale. Je vous souhaite un très bon journal. La semaine dernière, SpaceX a encore fait une annonce sulfureuse. L'entreprise de SpaceX du milliardaire Elon Musk avait reçu l'an dernier l'accord de la Commission fédérale américaine des communications pour lancer 12 000 satellites pour sa constellation Starlink. Pour information, Starlink, c'est le projet d'accès à Internet haut débit par satellite, reposant sur le déploiement d'une constellation de plusieurs milliers de satellites de télécommunications. C'est à ce jour le plus ambitieux projet de méga-constellation connu, avec, comme indiqué juste avant, 12 000 satellites en orbite très basse, ici entre 330 et 580 km au-dessus de nos têtes. Si vous avez regardé le précédent journal de l'espace concernant la pollution spatiale, le lien est d'ailleurs ci-dessus, vous savez que l'orbite basse de la Terre est déjà très chargée en satellites et que cela commence à engendrer de sérieux risques de carambolages orbitaux. Eh bien figurez-vous que l'entreprise SpaceX vient de déposer une demande d'autorisation pour mettre en orbite 30 000 satellites supplémentaires, soit un total de 42 000 pour cet unique projet. C'est colossal, et vous connaissez maintenant les problèmes que cela peut représenter pour la gestion du trafic spatial. De nombreux experts demandent une meilleure régulation de l'activité des satellites en orbite et la mise en place d'un code de la route spatiale, comme c'est déjà le cas pour le trafic aérien ou le trafic maritime. Car à ce rythme, si toutes les méga-constellations voient le jour, il faudra bientôt véritablement slalomer entre les satellites. D'ailleurs, le 2 septembre dernier, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, avait dû modifier la trajectoire de l'un de ses satellites d'observation pour éviter une collision avec un satellite de la constellation Starlink déjà en place. J'en parle dans mon tout premier journal de l'espace. Le lien est ci-dessus. Ces changements d'orbite seront de plus en plus nombreux et on peut craindre des réactions en chaîne car ces opérations risquent de générer autant de nouveaux problèmes qu'elles en résolvent. Il est à noter qu'avec ses seulement 60 satellites en place, Elon Musk, le fondateur de SpaceX, a déjà pu envoyer un message sur Twitter. J'envoie ce tweet dans l'espace via le satellite Starlink. Belle vitrine pour faire la promotion de son futur service d'internet par satellite. Pour le deuxième sujet de ce journal, retournons sur la Lune. Avant que les premiers colons américains ne s'installent sur notre satellite naturel, vers 2024 avec le programme Artemis, la NASA va envoyer sur la Lune un robot éclaireur baptisé Viper. Ce dernier va explorer la banquise près du pôle sud lunaire. En effet, les scientifiques ont établi que la Lune regorgeait de glace d'eau, plusieurs millions de tonnes. Mais la difficulté est de savoir exactement où elle se trouve, à quelle profondeur, à quelle concentration, et s'il sera difficile de l'extraire du régolithe lunaire. Le régolithe lunaire, pour rappel, c'est le nom que l'on donne au sol de la Lune, et qui est en grande partie composé de cette poussière grisâtre bien reconnaissable. De nombreux scientifiques voient dans l'eau lunaire une ressource vitale pour les missions futures, habitées ou robotisées. En effet, comme le dit Jim Bridenstine, l'administrateur de la NASA, la glace d'eau représente quelque chose d'important, le maintien de la vie. La glace d'eau, c'est, après transformation, de l'oxygène à respirer. C'est de l'eau à boire. Et l'eau, vous pouvez la séparer en hydrogène et oxygène, qui sont aujourd'hui le carburant pour nos fusées. Viper aura à peu près la taille d'une voiturette de golf et devrait arriver sur la Lune en 2022. La NASA estime que le projet coûtera environ 250 millions de dollars. Le rover sera constitué de 4 instruments, un forêt pouvant atteindre jusqu'à 1 mètre sous la surface et 3 spectromètres différents pour étudier la surface et les matériaux extraits du forêt. L'ensemble des instruments devrait permettre aux scientifiques de cartographier la glace emprisonnée sous la surface lunaire. Si l'homme veut s'établir durablement dans cette nouvelle course à la Lune, la ruée vers l'eau sera la clé et il lui faudra avoir un accès direct à cette glace pour les premières phases de développement. Premier arrivé, premier servi. On reste sur la Lune avec ce sujet, en lien avec le précédent. Lorsque l'on parle d'hommes sur la Lune, il faut aussi s'interroger sur la méthode pour les amener sur place. Comme on a pu le voir par le passé, avec les nombreux échecs d'alunissage, la procédure est extrêmement compliquée
Et aujourd'hui encore, comme en témoigne l'échec de l'Israël en avril dernier et celui de l'ISRO, l'agence spatiale indienne, en septembre, à se poser sur la Lune, la procédure est encore aujourd'hui mal maîtrisée. La semaine dernière avait lieu le 70e congrès international d'astronautique. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, l'homme le plus riche du monde, mais aussi fondateur de l'entreprise spatiale Blue Origin, a créé la surprise mardi en dévoilant qu'il ne sera pas seul pour faire atterrir les astronautes sur la Lune pour le programme Artemis de la NASA. Ces derniers avaient confié à l'entreprise spatiale du multimilliardaire le soin de créer un atterrisseur permettant de faire transiter les futurs colons de la station Gateway en orbite lunaire vers le sol de notre satellite naturel. Pour rappel, Gateway sera une station spatiale temporaire mise en orbite autour de la Lune et qui servira pour les transferts Terre-Lune. Blue Origin va faire équipe avec les sociétés américaines Draper, Lockheed Martin et Northrop Grumman. Ces vétérans de l'exploration spatiale assembleront ensemble un atterrisseur lunaire complet avec équipage. Nous ne pouvions pas demander de meilleurs partenaires, a déclaré Bezos à la foule réunie lors de ce 70e congrès d'astronautique international. C'est une équipe nationale pour une priorité nationale. Blue Origin fournira l'atterrisseur Blue Moon. Northrop Grumman, qui avait d'ailleurs conçu le module lunaire pour la mission Apollo en 1969, produira l'élément de transfert, c'est-à-dire le module permettant à l'atterrisseur d'effectuer le trajet entre la station spatiale et le sol lunaire. Lockheed Martin se chargera de l'étage de remontée pour ramener les astronautes de la Lune vers la station Gateway. Draper, quant à eux, seront chargés du développement des systèmes de guidage et de pilotage. C'est le genre de chose qui est si ambitieux qu'il faut le faire avec des partenaires, a déclaré Jeff Bezos. C'est le seul moyen de revenir rapidement sur la Lune. Rendez-vous en 2024 pour voir si cette alliance aura réussi sa mission ô combien périlleuse de ramener l'homme sur la Lune. Après l'actualité, je vous propose 2 anecdotes sur l'espace pour approfondir votre culture générale. Le saviez-vous, la planète la plus chaude du système solaire n'est pas la plus proche du Soleil comme on pourrait le penser. Plus on se rapproche du Soleil, plus il fait chaud. Et pourtant, bien que Mercure soit la planète la plus proche du Soleil et avoisine parfois les 430 degrés Celsius, ce n'est pas la planète la plus chaude de notre système solaire. En effet, il n'y a pas d'atmosphère sur Mercure pour permettre l'accumulation et le maintien de la chaleur. Pendant la journée, sa température peut monter effectivement jusqu'à 430 degrés, mais la nuit, elle retombe très vite à moins 273 degrés Celsius. A l'inverse, Vénus, la deuxième planète la plus proche du Soleil, dispose d'une atmosphère très épaisse. Grâce à cette dernière, la chaleur est gardée à sa surface et peut atteindre 500 degrés Celsius, ce qui en fait la planète la plus chaude de notre système solaire. La Terre est la 3e planète la plus proche du Soleil, donc à une distance acceptable, et son atmosphère est suffisamment fine pour que l'effet de serre ne soit pas étouffant. Les actions de l'homme sont certes limitées, mais on arrive quand même à modifier notre température au sol avec une activité de plus en plus intense. On ne le dira jamais assez, notre planète Terre est unique, jusqu'à preuve du contraire, donc autant en prendre soin. Le saviez-vous ? Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Cette phrase, devenue célèbre grâce au film Alien, est tout à fait exacte, car il n'y a aucun son dans l'espace. En effet, le son est une onde mécanique qui se propage un peu comme lorsque l'on jette un caillou dans un étang. Une onde va se créer et se propager à la surface de l'eau, qui est en fait son support. L'onde sonore, de la même manière, a besoin d'un support pour se déplacer. Cela peut être de l'air, de l'eau, un métal ou autre. Le son est l'expression de la vibration du support, et sans ce moyen de transport mis à sa disposition, eh bien l'onde ne peut pas voyager. Or, l'espace c'est vide, ou presque, ce qui ne permet pas aux ondes de se déplacer. C'est donc un silence total qui y règne. Pourtant, qui n'a pas déjà visionné un film de science-fiction où les vaisseaux spatiaux hurlent dans l'espace, où les astéroïdes grondent en se déplaçant, et où les explosions spectaculaires sont entendues à des dizaines de kilomètres. Sans le son, ça donne ça. C'est en effet bien moins attrayant, mais pourtant bien plus réaliste. Comme je le disais, dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Merci d'être allé jusqu'au bout de ce journal. Comme d'habitude, l'espace commentaire vous est réservé pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner, ça m'aide à rendre ma chaîne plus visible. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant,
Salut les terriens!